Nous sommes heureux ce matin d'être chez M. Haïdar El Ali, une icône de l'écologie au Sénégal et en Afrique. Vous travaillez beaucoup maintenant sur des questions essentielles, la sauvegarde de la forêt casamançaise, mais également la sensibilisation des populations. La question écologique est donc prégnante partout en Casamance. On note là beaucoup d'acteurs qui sont sur le terrain en tout cas, mais la dégradation des écosystèmes continue. Alors, quelle appréciation faites-vous, par exemple, de la mangrove qui est de plus en plus menacée? Vous avez mené des opérations. Mangrove. Ah, pour tout de mangrove, t'as merdé. La présence de plusieurs acteurs, mais Oui. problème de l'eau. Oui. C'est vrai que la ressource doit être exploitée parce qu'on a besoin de bois, on a besoin de tiges, on a besoin d'huîtres, on a besoin de crevettes et tout ça est dans l'écosystème de mangrove. Mais il faut quand même exploiter de manière intelligente, raisonnable, profitable pour tout le monde. Et hélas, les gens qui cherchent l'argent là, ils ne veulent que ce soit profitable que pour eux. Et tout de suite. Pas demain, tout de suite là. Donc ils prennent trop, ils coupent, je coupe, tu coupes, ils coupent. Mais bon, je dis toujours, c'est au Sénégal. Ce n'est pas en Chine le pays le plus peuplé du monde. Ce n'est pas en Inde le pays le plus peuplé du monde. Ce n'est pas en Amérique le pays le plus riche du monde. C'est au Sénégal. Ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y a un Sénégalais qui a planté 200 millions de mangroves qui poussent. Quand vous rentrez à Tobor, vous voyez la forêt qu'on a plantée en 2006. Quand vous allez partout dans le Kalounaï, dans les villages, dans les îles Caronne, partout, vous voyez ce qu'on a fait. C'est un vrai plaisir et c'est un grand moment pour moi. Maintenant, la mangrove, elle restaure les champs de riz. Moi, j'ai fait ça pour les champs de riz, pas pour le réchauffement climatique. Parce que les crapules qui réchauffent la planète, là, ils s'en foutent. D'ailleurs, il y en a un chez eux qui dresse son fusée tel un phallus dirigé vers le ciel pour aller chercher d'autres planètes. Parce qu'il a bien compris qu'il ne va pas arrêter de tuer cette planète que nous avons, nous, Africains. Nous n'avons que celle-là. Et nous devons la protéger, nous devons nous battre contre ces crapules-là. Parce que nous n'allons nulle part, nous allons rester ici. C'est notre planète. Nous n'avons pas de plan B. Nous avons un plan, c'est la Terre. Et nous devons la préserver. Vous vous sentez seul dans ce combat? Non, je suis toujours accompagné de beaucoup d'esprits, de beaucoup de génies, de beaucoup de gens qui étaient là hier. Mon fils Momo, parti le 20 juin 1993. Mon papa parti en 86. Ma maman partie en 88. Non, je ne suis jamais seul. Je suis tout le temps accompagné. Et l'énergie et la force qui est en moi vient de tous ces gens que j'aime, que j'admire, que je respecte et qui me donnent la force et la force. D'ailleurs, très souvent, même hier, j'ai amené ma fille Sarah sur le bord du fleuve Casamance. J'ai sacrifié une bouteille de casamançaise. Elle me dit, mais papa, il y a beaucoup d'eau ici, tu donnes une bouteille d'eau. Je dis, mais ma chérie, la bouteille d'eau que j'aime, je donne, je le sacrifie à la mémoire de mon papa, de ma maman et de mon fils. Et je confie leur esprit à la mer. Donc, vraiment, c'est des liens que nous, Africains, avons. D'abord parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en l'esprit, nous croyons aux générations, nous croyons à la vie. Les Blancs, là, ils ne croient plus en rien. D'ailleurs, maintenant, tu choisis ton sexe. À partir de 16 ans, tu décides si tu es mâle ou femelle, comme s'il y avait d'autres paramètres. On a vu également, on constate en parcourant la Casamance que malheureusement, le massif est en train de se rétrécir. L'État avait déclaré beaucoup de choses. Quand vous étiez ministre, vous avez fait beaucoup de choses. Mais on ne voit pas pour le moment que ce phénomène recule. Alors, quelle action coup de poing ou bien quelle action carrément tout simplement faire? La sensibilisation, la répression? Bon, d'abord, vous avez dit un mot très important que je mets toujours en avant. C'est action. Aujourd'hui, je pars du principe qu'il faut planter utile. Et notre actuel ministre de l'Agriculture l'a bien compris. Il faut planter utile. Vous savez, quand vous plantez un palmier,
Ténéra robusta, je ne parle pas de nos palmiers locaux qui produisent de petits régimes, mais le palmier Ténéra robusta, un palmier produit 25 litres d'huile par arbre. Si vous mettez 150 palmiers dans 1 hectare, vous produisez 4 tonnes d'huile qui coûte 1500 francs le litre, ça fait 6 millions de francs par hectare. Mon Dieu. Et les gars, ils cultivent du mil, ils cultivent de l'arachide. Mais ils n'ont rien compris. Si vous plantez 1 hectare de palmier, ça vous rapporte beaucoup plus. Après, avec l'argent, vous pouvez acheter ce que vous voulez, du riz, du mil ou de l'arachide. Mais il y a même plus rentable que ça. Si vous plantez un cocotier, je vais vous raconter une anecdote qui m'a fendu le cœur. J'étais à Sédhiou, sur la route de Sédhiou, je m'arrête à Marsassoum. J'avais faim, j'ai acheté un pain lambé. Je me suis assis sur un banc sur le bord de la route. Et il y a un vieux papa qui vient me trouver, il me donne 2 noix de coco qu'il a épluchées, qui étaient propres, 2 noix, il m'offre ça. J'ai dit, mais papa, il faut vendre ça. Il me dit, je vends beaucoup. J'ai dit, mais amène ça à la maison, les enfants mangent. Il me dit, les enfants, ils mangent beaucoup. Il y en a beaucoup à la maison. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Il me dit, parce que l'arbre qui produit ça, c'est toi qui me l'as donné. Ça m'a pendu le cœur, j'étais tellement heureux. J'ai pris une noix. Je lui ai dit, tu vends ça à combien? Il me dit, 1000 francs. Regarde, tu plantes un cocotier, il produit 200 fruits par année. Tu en plantes 10, ça fait 2000 fruits. Combien coûte un coco, une noix de coco? À Sédhiou, sur le bord de la route, là-bas, le vieux, il disait, il vend ça à 1000 francs. Mais un peu partout, on peut trouver ça à 500 francs. 2000 fruits à 500 francs égale 1 million. Ndeysaan. J'ai toujours dit, il y a très longtemps, aux fonctionnaires sénégalais, j'ai dit, mais au lieu d'attendre votre retour, votre retraite, qui est noble, qui est généreux, mais plantez des arbres. Il faut planter utile. Tu plantes 10 cocotiers, tu plantes 100 cocotiers dans 1 hectare. Tu as 100 fois 200 égale combien? 20 000. Fois 500 francs égale 10 millions. Donc c'est le modèle économique qu'il faut mettre avant, montrer l'exemple économique. L'arboriculture, pour moi, l'avenir est dans l'arboriculture. Et l'arboriculture n'empêche pas de cultiver à côté des tas de variétés, du piment, etc. Écoute-moi, je ne suis pas un agriculteur. Je pense qu'il y a une conscience qui est naissante. Les gens ont compris qu'aujourd'hui, les choses sont en train de disparaître. Les feux de brousse dévastent beaucoup. Mais nous travaillons, nous, à essayer de restaurer cela. Et machallah, on a un début de solution. Et le début de solution, c'est le bambou. Le bambou. On a un bambou miraculeux. Je peux vous le montrer tout à l'heure. Ça, c'est un bambou de Casamance qui produit beaucoup, qui grandit de plusieurs centimètres par jour. Mais moi, j'en ai un qui vient de la Guinée forestière, que j'ai planté et qui pousse de 1 mètre par jour. Et qui est 2 fois plus gros que ce gros bambou qui est derrière vous. Avec le bambou, en Chine, on fabrique des gratte-ciel. On fabrique des maisons, on fabrique tout. Nous, on fabrique du crintin, c'est bon, mais on va apprendre aux gens à utiliser mieux le bambou. Donc, ce que je cherche en ce moment, c'est à démultiplier cette espèce. Je suis en train de travailler à le démultiplier pour en avoir des milliers, des centaines de milliers. Et bientôt, au mois d'août, la nuit, je vais aller avec mes équipes dans les forêts dévastées. Là-bas, dans le Médina Yoro Fula, où ils ont coupé tous les bois de veine, ils ont coupé tous les Cordelia pinnata, le dimbe, ils ont coupé tous les nimes, parce qu'ils ont coupé, il n'y a plus rien à couper, alors maintenant ils coupent même les manguiers. Alors je vais aller là-bas nuitamment avec mon équipe. Et là, il n'y aura personne pour me dire, Monsieur le ministre, hein, les renseignements me disent que vous allez dans la forêt casamançaise la nuit là et vous dormez dans des tentes tout seul et vous refusez l'escorte militaire. Il y a un président qui m'a dit ça un jour, je lui ai dit, mais monsieur le président, c'est là-bas qu'il y a les trafiquants. Si je veux arrêter les trafiquants, il faut que j'aille là où ils sont.
Alors il m'a interdit d'y aller. J'ai dit, bon, tant que tu es mon patron, tu payes mon salaire, tu peux même te dire ce que tu veux. Donc je vais aller dans ce secteur-là, que j'appelle moi la forêt dévastée. Et nuitamment, avec mon équipe, je vais planter des bambous. Parce qu'il a une croissance tellement rapide qu'un beau jour, les villageois vont se réveiller, ils vont dire, mais c'est quoi toutes ces forêts de bambous? Sur investissement très, très rapide également intéressant. Tout à fait. Non, mais c'est surtout que le bambou à l'hectare produit 100 tonnes de biomasse. 100 tonnes. Regardez. Avec ces feuilles qui tombent, qui se décomposent, il nourrit la terre. La forêt, les bambous, tout ce qui est vert attire la pluie. Ces feuilles qui tombent nourrissent la terre. Mais enfin, les gars, qu'est-ce qu'on attend? Alors, vous avez parlé de la Guinée forestière et on a un problème pour sauvegarder nos massifs forestiers. Quel cadre de coopération doit-on avoir avec nos voisins pour préserver nos forêts et améliorer l'existence des populations qui vivent aux alentours? Bon, vous savez, en Guinée, il pleut 7000 mm par année. En Casamance, il pleut 1000-1200. Au centre du Sénégal, 300. Au nord, 150. Donc les écosystèmes ne sont pas les mêmes. Mais on peut planter partout. Et il faut planter partout. Et il faut le faire. Tout le temps. Mais c'est aux gens de le faire. Parce que les gens qui plantent, ils gagnent de l'argent dans cette action. J'ai donné l'exemple du palmier. J'ai donné l'exemple du cocotier. Bon, on peut donner des centaines d'exemples. Le papayer est très rapide. La bananier est très rapide. Donc vraiment, j'ai dit aux gens, c'est possible. Que les services se rencontrent souvent. Les services. Quel service? Les citoyens. Les citoyens. Quel service? Les citoyens. Écologique, oui. Le gouvernement, c'est moi. Les services, c'est moi. C'est d'abord nous. Donc, allons-y les gars. Alors, il y a également le fait que on est en train de parler de plus en plus de l'éducation à l'écologie. Alors, quel genre de module devra-t-on insérer du primaire au supérieur pour que les gens aient une plus grande conscience écologique? Quand j'étais à Tambacounda, il y a à peu près 20 ans, j'avais créé une banque verte à l'INIA, à Tambacounda. On donnait du microcrédit aux femmes démunies, les Asukaten, ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas de garantie. On leur faisait un prêt remboursable avec un taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt n'était pas important parce que les bénéfices leur appartenaient. Moi, je ne faisais pas ça pour gagner de l'argent. Alors, on a aussi introduit l'éducation à l'école pour faire agir les enfants à produire des légumes. Tout cela, ça fait partie des actions qu'on peut mener au quotidien, dans la vérité, en disant la vérité, en accompagnant les gens. Moi, je pense que c'est possible d'aller vraiment... D'ailleurs, j'arrête de parler de l'environnement depuis quelques années. J'ai dit, je refuse de parler de l'environnement. Elle n'a pas besoin de gens qui parlent pour elle. Elle n'a pas besoin des scientifiques qui réfléchissent pour elle. Elle a besoin de gens qui agissent pour elle. Donc, il ne faut pas que votre interview prenne beaucoup de temps parce que c'est autant d'arbres que je ne planterai pas. Alors, on vous rend hommage, Inch'Allah, le 19 à Ziguinchor. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, c'est une très grande joie parce que c'est une forme de reconnaissance. Vous savez, quand je marche dans la rue, les gens me reconnaissent, me remercient, me félicitent et je leur dis toujours la même chose. Vos salutations sincères, vos remerciements sincères sont le carburant qui me nourrit et qui me permet de continuer. J'ai 72 ans, j'ai fait un AVC, j'étais couché pendant 2 ans entre la vie et la mort. Il y a beaucoup de salauds qui ont cru que j'allais mourir et qui ont essayé de me voler toutes mes œuvres, parfois même mes biens. Mais Dieu qui n'est pas gentil, parce qu'il n'est pas gentil, moi j'étais là-haut, j'aurais préféré rester là-haut, j'ai vu mon papa qui était parti, j'ai vu ma maman qui était partie, j'ai vu mon fils aîné qui était parti, et là il m'a réveillé, mais vraiment il n'est pas gentil. Moi j'étais bien là-haut, il m'a ramené dans cette terre polluée là, avec des gens qui ont des micros et qui me parlent.
C'est pour encore faire passer des messages, on ne sait jamais. Oui, Peut-être oui. que... Rapidement, parce que le seul message dans c'est action, les gars. Allons-y. Je vous remercie, monsieur le ministre.